Bonjour et bienvenue à notre webinaire RH Management consacré à la RSO. Je laisse la parole à notre directrice Élodie Marchat qui va vous accueillir. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci Karine, merci à tous les collègues Sylvain et les collègues qui vont aussi participer, Sophie et Mathieu. Donc j'ai le plaisir effectivement d'introduire comme d'habitude cette série de webinaires RH et management. Webinaire régulièrement animé par Karine, que je remercie pour son investissement et son engagement permanent pour vous apporter le meilleur, en particulier sur la thématique du RSO. Aujourd'hui, sur la RSO, nous allons effectivement parler de la loi résilience et climat, donc avec nos deux intervenants qui vont nous accompagner. Donc, la collègue de l'URSSAF Rhône-Alpes, que je remercie aussi de fidèlement participer à nos webinaires, mais aussi le collègue de la CARSAT Hauts-de-France, Mathieu, qui seront aussi à nos côtés avec Karine et puis Sylvain dans le fil de discussion. Donc, merci beaucoup à nos collègues dans la réalisation technique. Ces webinaires, donc cette série de webinaires que nous organisons à l'Institut 410 sont effectivement enregistrés, comme on vous l'a indiqué. Et ce sont des webinaires qui sont autour des RH et du management et sur des thématiques particulières. Et là, effectivement, on est bien sur un sujet d'actualité très important sur la loi résilience. Donc, Karine, je vous laisse maintenant avec nos invités et merci encore et merci d'être parmi nous. On a 345 inscrits à aujourd'hui, donc on est ravis aussi de pouvoir de voir que ce thème vous inspire particulièrement. Donc, Karine, c'est à vous. Merci beaucoup Élodie. Bonjour à tous, donc je suis Karine Ledru, consultante formatrice à l'ICAD10 et pilote notamment des formations relatives à la RSO et c'est vrai que je suis ravie aujourd'hui de pouvoir interviewer deux collègues institutionnels, donc Sophie Miribel Roufi et également Mathieu Rosset. Je vais les laisser tout d'abord se présenter. Donc Sophie, je te laisse la parole. Bonjour, merci Karine, bonjour à tous. Je suis Sophie Miribel Roufi, je suis responsable RSE pour l'URSSAF Rhône-Alpes et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Sophie. Mathieu, à toi. Alors, il faut activer ton micro, Mathieu. J'active mon micro, effectivement. Donc, Mathieu Rosset, responsable des relations sociales à la CARSAT des Hauts-de-France, est ravi également de partager ces échanges avec vous sur ce sujet du dialogue social environnemental. Donc, merci à tous les deux et je précise que vous avez tous les deux participé au groupe national de travail sur le dialogue social environnemental. Donc, vous allez pouvoir partager avec nous votre expertise. Un grand merci déjà. Alors, en ce qui concerne nos règles de fonctionnement, vous avez déjà l'habitude maintenant. Donc, vous savez que vos micros sont désactivés et que vous pouvez activer l'option QR pour poser vos questions tout au long du webinaire. Et ces questions seront recueillies par ma collègue Sybille. Alors, au niveau du sommaire, en fait, on vous propose d'orienter ce webinaire tout d'abord par un rappel sur les dispositions de la loi climat et résilience en ce qui concerne le dialogue social environnemental. Ensuite, je vais interroger nos collègues donc de l'URSSAF et de la CARSAT. Ils vont nous faire un retour d'expérience pour nous expliquer comment eux, ils ont investi finalement les nouvelles obligations qui résultent de cette loi climat et résilience en matière de dialogue social. Et puis ensuite, on verra avec eux quelles sont les actions possibles à mettre en œuvre. Donc voilà pour le sommaire. Alors, tout d'abord, on va revoir les dispositions de la loi climat et résilience sur le dialogue social environnemental. Et je vais interroger d'abord Mathieu, qui est avocat de formation et qui va pouvoir nous éclairer sur ces nouvelles dispositions en ce qui concerne le dialogue social. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux nous rappeler tout d'abord l'origine de cette loi ? Oui, alors, effectivement, on est sur on va avoir l'occasion d'y revenir, mais sur une construction qui commence en la matière, mais qui nous vient d'où?
Je pense qu'on peut remonter jusqu'à l'accord de Paris de 2015. Alors pour ceux qui situent moins, l'accord de Paris de 2015 sur le climat, qu'est-ce qu'il nous disait? À horizon 2030, je dois avoir réduit mes émissions de gaz à effet de serre de 50%. Donc forcément, vis-à-vis de cet objectif, ça ne va pas se faire tout seul. Et petit à petit, les pouvoirs publics ils vont être en construction d'un édifice juridique pour amener finalement tous les participants à l'activité économique et sociale à tendre vers cet objectif et faire cet effort pour arriver à cet objectif de réduction. Donc, accord de Paris en 2015, la Convention citoyenne, si vous vous en souvenez, qui avait conduit à la formulation d'un certain nombre de préconisations, d'objectifs vers lesquels on pouvait tendre. Et tout ça s'est traduit, en tout cas en matière sociale, par la loi de 2021, Climat et Résilience. Loi Climat et Résilience qui est venue effectivement, et on va y revenir aussi après, mais je pense poser un premier jalon dans l'édifice social pour commencer petit à petit à acculturer les entreprises à l'appropriation du sujet environnemental, en particulier dans leur dialogue social, et donc dans leurs interactions avec le CSE d'une part, et dans les sujets de négociation d'autre part, et comment est-ce que finalement on peut donner une place au sujet environnemental, à l'impact environnemental de l'entreprise, et in fine tendre vers une réduction, une neutralisation de cet impact environnemental. D'accord, donc on a finalement voilà, une loi qui trouve son origine d'abord dans les accords de Paris et puis après, effectivement, avec la Convention citoyenne pour le climat qui a été largement médiatisée. Et c'est vrai qu'elle a donné lieu à plusieurs propositions. Et l'objectif principal, donc tu nous disais, c'était effectivement la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en France. Et c'est vrai qu'il y a, donc tu le disais, hein, quelques articles sur finalement le dialogue social environnemental. Et donc, qu'est-ce qu'elle prévoit finalement, cette loi en matière de dialogue social environnemental? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors je pense qu'on peut le ranger en deux grandes catégories. D'un côté, tout ce qui va être prérogative du CSE, et effectivement, c'est une question. Est-ce qu'il y a des nouvelles prérogatives qui sont attribuées au CSE en matière environnementale? Et on constate qu'effectivement, plutôt que de nouvelles prérogatives, on est venu un petit peu rajouter l'aspect environnemental dans des prérogatives existantes du CSE. Et effectivement, vous l'avez sous les yeux, mais c'est tout d'abord systématiquement maintenant l'obligation qui est faite de envisager les conséquences environnementales d'un projet, d'un sujet, à chaque fois que je viens en consultation devant le CSE, qu'il s'agisse d'une consultation récurrente ou d'une consultation plus ponctuelle sur un projet. Il faut que j'envisage les conséquences environnementales et que j'informe mon CSE sur le sujet. Les prérogatives, elles sont aussi réadaptées donc, dans la BDES, qui est devenue BDES-E pour environnemental, puisque la BDES-E, c'est dans l'idée d'origine, en tout cas, le socle informationnel pour chacune de mes consultations. Et donc, cette BDES-E est venue, étant enrichie de toute une sphère environnementale devant inclure un certain nombre de données en matière environnementale sur les impacts. On pourrait y revenir peut-être sur l'eau, sur les consommations, sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça se voit inclus dans la BDES-E. La création, alors là, ça va nous concerner en tant qu'organisme de sécurité sociale de façon un peu plus diffuse, mais d'un droit d'alerte environnementale, notamment lorsque il existe un risque, particulièrement lorsqu'on est sur une activité économique qui va être de nature à provoquer un certain nombre de rejets dans l'environnement, un droit d'alerte qui est venu être ajouté aux autres droits d'alerte qui existent, qui sont à la main du CSE, droit d'alerte social, droit d'alerte économique, droit d'alerte sur l'atteinte aux droits des personnes, et bien dorénavant, le droit d'alerte environnemental. Alors, le sujet des négociations on pourra aborder juste après, puisque finalement c'est peut-être l'autre face de la pièce sur le dialogue social environnemental.
peut-être clé de voûte de l'édifice à ce stade, c'est effectivement ensuite la formation des élus, parce que on aura l'occasion d'en échanger, je pense aussi avec Sophie, mais ça va être ça, peut-être la clé du succès sur comment est-ce que je m'approprie la matière environnementale dans mon dialogue social, c'est la formation, et donc la formation des élus, hein, qui est de droit, qui doit désormais en principe inclure un volet dédié à l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise. Les 2 derniers points, l'expertise. Donc là, toujours pareil, pas de prérogatives nouvelles. On est simplement venu dire que l'expert comptable que le CSE pouvait d'ores et déjà mobiliser sur un certain nombre de sujets, et ben maintenant, il a aussi un droit d'accès à tout ce qui va être impact environnemental de l'entreprise. Et puis enfin, peut-être un peu plus à la marge, mais comment est-ce que le CSE, par l'intermédiaire de ses activités sociales et culturelles, il peut lui aussi s'insérer dans une démarche un peu plus vertueuse vis-à-vis des services et des actions qu'il va proposer au corps social. Donc ça, c'est vraiment l'aspect CSE, où on voit qu'en vérité, il n'y a pas vraiment de nouvelles prérogatives à ce stade, mais qu'on est vraiment sur comment est-ce que tout doucement, je commence à infuser la prise en compte de l'impact environnemental, de l'activité économique de l'entreprise dans les prérogatives qui sont d'ores et déjà existantes du CSE. Oui, Et à donc ce côté de ça, sont on a Ouais, oui, pardon, finalement, ce ne sont pas tant de nouvelles prérogatives que plutôt des prérogatives élargies. C'est-à-dire que ça exactement. rentrait déjà finalement dans le champ de compétences des élus. Mm. Mais là, finalement, c'est effectivement indiqué dans la loi avec un élargissement, en fait, dans certains domaines. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est en cela qu'on peut dire que finalement, là, le texte, pour l'instant, c'est un premier jalon euh, qui vient nous dire attention, on va y aller sur le terrain environnemental et on va devoir y aller de plus en plus fort puisque 2030 ça arrive et que si on veut tenir l'objectif, il va forcément falloir monter en cadence et la montée en cadence, elle va forcément passer petit à petit par de la contrainte juridique pour forcer les acteurs économiques à rentrer dans le mouvement et à participer à l'effort de réduction. Donc voilà, là on est vraiment sur le premier jalon, sur comment est-ce que je commence à acculturer les partenaires sociaux à l'appropriation de l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise, de l'organisme. Oui, alors C'est exactement finalement, ça. parce que j'allais te demander si en fait ces dispositions étaient suffisantes, mais finalement, comme tu le dis, c'est un premier jalon, En hein, fait, c'est ça. avant d'aller plus loin. Et tu penses que le législateur va aller peut-être vers des obligations dans l'avenir plus contraignantes. Ouais, je pense. Et effectivement, alors, est-ce que pour l'instant elle est suffisante? C'est pas forcément à moi de répondre. En tout cas, Oui. est-ce qu'elle est suffisante pour que dans l'entreprise, les praticiens soient suffisamment armés pour s'emparer du sujet et mobiliser le sujet et répondre à leurs obligations? Non, pas forcément. Pas forcément. Et en même temps, c'est normal parce que il me semble que oui, on est sur un début de construction et que ce soit le législateur, les gouvernements, en matière sociale, ils fonctionnent très souvent comme ça, par petites touches successives. Comment est-ce Mhm. que je commence à construire un sujet? Comment est-ce que je commence à acculturer les partenaires sociaux, les acteurs économiques à une nouvelle pratique pour finalement rentrer dans la nouvelle pratique et voilà, étoffer la construction juridique sur le sujet. Donc non, forcément, pour l'instant, euh, c'est sans doute insuffisant et on aura l'occasion de le voir peut-être avec Sophie lorsqu'on abordera le retour d'expérience. Mais oui, en l'état, on a des textes qui sont finalement relativement pauvres. Mhm. On a des textes qui nous disent vous devez consulter votre CSE sur les impacts environnementaux à chaque fois que vous venez devant lui sur un projet, mais ces conséquences environnementales, les textes ne les définissent pas. Mhm. Donc Oui. effectivement, à ce stade, on est un petit peu limité.
Oui, c'est une notion effectivement pour l'instant qui reste floue, hein, la Mm. notion de Ouais. conséquences environnementales, et on aura effectivement Mm. l'occasion d'évoquer le sujet sur la deuxième partie. Très bien. Alors, tu nous disais aussi que une des clés de voûte finalement du dialogue social environnemental, c'était la formation Mm. des élus. Mm. Et alors, il y a des ateliers, hein, d'intelligence collective qui, on le vend en poupe sur cette thématique. C'est notamment la fresque du climat. Hein. La fresque du climat, atelier d'intelligence collective qui permet finalement de comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique avec une approche systémique. Et donc, je vais poser en fait une question à nos participants pour savoir si vos élus ont participé à un atelier fresque du climat. Donc, vous avez trois possibilités. Oui, non et je ne sais pas. Donc, à vous. Donc, vous pouvez effectivement participer donc au sondage. Euh, Alors, je vois effectivement les réponses qui s'affichent sur mon écran. Alors, la majorité d'entre vous, vous ne savez pas, en fait, si vos élus ont suivi l'atelier La fresque du climat. Hein. On est à 51%. Par contre, il y a 21% qui répondent que oui, ils ont suivi l'atelier fresque du climat, et 27% non, qui n'ont pas suivi la fresque du climat. Donc, c'est un atelier de sensibilisation, hein, avec vraiment une approche collective qui permet de comprendre ensemble une thématique qui est assez complexe, hein, avec des données scientifiques qui ne sont pas faciles à appréhender seules. Et ce sont des ateliers qu'on vous propose. Nous, la fresque du climat, on vous propose également sa petite sœur, la fresque du numérique qui permet aussi de comprendre en fait les impacts du numérique dans notre environnement. Et c'est vrai que ce sont des ateliers qu'on déploie en intra, beaucoup, avec la participation, quelquefois, d'élus. Et là, dernièrement, on a même eu la demande d'un organisme qui voulait, en fait, sensibiliser tous ces élus à la fresque du climat. Et la particularité de nos ateliers, c'est qu'on les a contextualisés aussi à notre environnement institutionnel, notamment avec le référentiel RSO de la sécurité sociale. Mais voilà, je reviendrai dessus à la fin de ce webinaire. Et pour vous donner à voir aussi sur les autres dispositifs qui pourraient intéresser vos élus, on a un nouveau module en e-learning numérique responsable, hein, qui a été conçu avec Lucans. Et ensuite, on a également, pour tous les salariés de la sécurité sociale et donc également vos élus, les fondamentaux de la RSO à la sécurité sociale. Donc, ça peut être effectivement des dispositifs, des produits qui peuvent vous aider à former en fait vos élus et à les acculturer finalement aux enjeux de la aux enjeux de la transition écologique. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce webinaire avec un retour d'expérience de nos deux témoins. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais leur demander en fait de présenter succinctement leur organisme. Je vais d'abord donner la parole à Sophie Miribel-Rouffy. Sophie, est-ce que tu peux nous présenter en fait l'URSSAF Rhône-Alpes? Donc, nous sommes un organisme d'à peu près 1800 collaborateurs, dont le siège se trouve aux alentours de Lyon, à Vénissieux. On compte en fait 13 sites différents qui sont répartis sur les 8 départements de la région Rhône-Alpes. On a en charge 2 activités nationales, les chèques emploi-service, pardon, et une partie de la prise en charge des travailleurs frontaliers suisses. On est la 2e URSSAF de France, à la fois par le nombre de comptes usagers et par le montant recouvré. Et pour faire le lien avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui concernant nos élus,
On a un CSE composé d'à peu près 40 élus, qu'ils soient titulaires ou suppléants. Voilà pour la fiche d'identité rapide de notre organisme. Merci beaucoup, Sophie. Donc, un CSE composé de 40 personnes. Très bien, merci. Mathieu, tu peux nous présenter la CARSAT Hauts-de-France, la fiche d'identité de la Ouais, CARSAT Hauts-de-France? finalement, une fiche d'identité assez similaire peut-être à celle de l'URSSAF. Donc, la CARSAT Hauts-de-France a son siège à Villeneuve-d'Ascq, dans la métropole de Lille. Elle compte 13 agences retraite réparties alors, sur 5 départements, pas en Île-de-France par contre, mais dans les Hauts-de-France, et 18 points d'accueil du service social qui sont hébergés en CEPAM. Ce qui en fait donc la troisième CARSAT de France, de 2 volumes pour un effectif d'approximativement 1500 salariés et un CSE composé également d'une quarantaine de membres si on inclut les titulaires et les suppléants. D'accord, très bien. Donc, effectivement, un CSE en termes de composition assez similaire que celui Dans la même de tranche l'URSSAF d'effectifs. Rhône-Alpes. Voilà. Très bien, merci. Alors, première question sur effectivement comment vous avez investi les nouvelles dispositions de la loi climat et résilience. Mathieu, tu nous disais que en fait cette loi, elle avait enrichi la BDES d'un grand E, hein, Mm, mm, avec effectivement l'aspect environnemental. Donc, ça veut dire que vous avez intégré en fait dans votre BDESE mm. des informations environnementales. Alors, Sophie, est-ce que tu peux nous donner en fait des exemples d'informations environnementales que tu as ajoutées, que vous avez ajoutées en fait dans votre BDESE? Donc, dans les informations qu'on partage avec nos élus, on a tout d'abord présenté en fait comment la démarche RSE se déroulait dans l'entreprise, qui en était en charge et comment elle se structurait et s'intégrait dans l'activité globale de l'entreprise. Donc, c'est Ensuite, l'aspect gouvernance, c'est ça? Hein, c'est exactement, ouais, l'aspect organisation gouvernance RSO. Mhm. complètement. Et puis, on a différentes informations qui figurent. À la fois, on fait un focus sur ce qui relève, on va dire, plutôt de l'économie circulaire. Et on a des données qui sont plutôt en lien avec le changement climatique et ce que Mathieu a pu évoquer sur la nécessaire réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour rentrer plus en détail, on partage les chiffres de la production de déchets de l'organisme. On met aussi à disposition toutes les données concernant l'utilisation des ressources, qu'on soit sur l'eau, l'électricité ou le gaz dans notre cas. Et puis, on fait un focus sur notre stratégie en matière de marché public, avec tous les efforts qui peuvent être faits par le biais de ces procédures en matière sociale comme en matière environnementale. Et puis, quand on rentre sur le champ climatique, on va partager des informations relatives à nos émissions de gaz à effet de serre. On fait le lien avec le bilan qu'on a pu établir, notre premier bilan carbone qui a été fait en 2022. Et donc, on partage ces informations-là de manière macro et ensuite de manière un peu plus fine avec les élus. Et on fait quand même un focus qui a une importance dans l'activité des URSSAF, qui est sur les déplacements, puisque nos métiers font qu'on se déplace relativement beaucoup. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'intérêt de la BDESE, en tout cas tel qu'on le conçoit dans le partage que l'on peut faire, et ça s'illustre par ce qui s'affiche concernant nos déplacements, ça nous permet d'avoir une profondeur d'historique et donc de montrer les évolutions à nos élus et envisager avec eux des actions qui pourraient être menées ou en tout cas leur présenter les orientations qui sont les nôtres. Et de la même manière, ça nous permet aussi d'historiser ou de mettre en évidence les événements qui peuvent marquer l'évolution dans notre structure. Si vous regardez l'évolution sur ce tableau entre 2021 et 2022, vous vous dites que on a eu une embellie au niveau des déplacements, qu'ils soient professionnels, ce qui correspond à la première ligne, ou les déplacements domicile-travail, qui est complètement ahurissante. Mais en soi, c'est pas qu'on a doublé les effectifs, c'est pas qu'on a doublé les contrôles, mais c'est qu'on est sorti de la crise Covid et qu'en 2022, on est reparti sur une activité beaucoup plus courante. Donc, voilà les intérêts de ces données-là, et qui vont dans le sens de ce que disait Mathieu aussi tout à l'heure sur la notion d'acculturation. C'est un levier pour disposer d'une base commune entre les élus et l'employeur et avoir des éléments qui nous permettent de dialoguer plus en profondeur ou plus en précision sur les différents sujets qui sont abordés.
D'accord, donc c'est effectivement voilà, un document qui permet de tracer les évolutions, d'analyser et ensuite d'instaurer un dialogue avec les élus au sujet de votre politique en matière de transition écologique. Mmh, exactement. Puis ça permet de voilà, d'éclairer les décisions et de donner aussi, une assise, en fin de compte, une explicitation des objectifs que l'on peut se fixer. D'accord. Oui, ça, effectivement, ça donne une belle assise pour ensuite porter peut-être de nouvelles actions dans ce domaine. Et identifier les champs sur lesquels on a tout intérêt à agir. Je fais le lien sur les déplacements. On sait Mhm. que c'est un poste d'émission relativement important chez nous, tout comme d'autres facteurs d'émission et le partage de ces informations-là permet en fin de compte d'expliquer aux élus sur quoi on est, amené à agir parce que, l'enjeu reste la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc de prioriser et puis d'arbitrer en fait, hein, de faire des choix. Exactement, oui. D'accord, très bien. Merci. De ton côté, Mathieu, quels sont les éléments environnementaux que vous avez ajoutés dans votre BDESE? Bah, de façon assez similaire, je pense, on est venu, nous, plutôt scolairement, je dirais, reprendre finalement qu'est-ce que nous dit le Code du travail sur les données qu'on doit venir inclure, et euh, on est venu un petit peu plaquer ces éléments-là. Donc effectivement, la quantité de déchets, donc les émissions de gaz à effet de serre, les consommations en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes d'énergie de façon globale. Et c'est vrai, ce qui est intéressant, alors c'est toujours la question avec la BDESE, c'est à quel point est-ce qu'elle est utile, à quel point est-ce que les élus, bien qu'elle soit maintenant entrée dans les pratiques depuis quelques années, à quel point est-ce que les élus s'en sont saisis. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, et ça reboucle avec ce qu'évoquait Sophie à l'instant sur l'évolution qu'on voit sur le nombre de kilomètres réalisés par rapport aux déplacements professionnels, c'est qu'en tout cas, ça permet d'objectiver un petit peu un certain nombre de données, un certain nombre d'impacts environnementaux de l'activité de l'organisme, pour ensuite euh, être un peu plus à l'aise lorsqu'il s'agit de venir présenter ou consulter son CSE ou de venir négocier sur un sujet pour dire, donner du sens aussi à une mesure. Voilà Mhm. pourquoi est-ce que je vais travailler sur ma flotte automobile, voilà pourquoi est-ce que je prends telle mesure en matière de, je dis n'importe quoi, de politique, de déplacement professionnel, parce que il faut qu'on travaille sur le nombre de kilomètres réalisés, il faut qu'on travaille sur comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce que voilà, on fait vivre l'activité, et d'avoir ces supports-là avec cet objectif de réduction des émissions, ça donne du sens et ça justifie aussi, pour une part, les mesures qui derrière vont être présentées aux instances. Donc c'est en cela, moi je trouve que ça a un vrai intérêt. Ça permet aussi voilà, de redonner du sens en tout cas et de redonner des faits sur ce sujet-là. Mhm. Oui, donner du sens, expliciter Mm, mm, et mm, mm, donner mm, mm. des éléments de compréhension par rapport à des décisions ou des politiques qui sont mises en œuvre dans l'organisme. C'est ça, ça va être, enfin, ça va être tout l'enjeu, parce que c'est comment est-ce que justement, bah, je- sans être expert, mais après, c'est tout l'enjeu de comment est-ce que j'anime la transition écologique, c'est qu'elle Mhm. soit pas trop subie, qu'elle soit comprise. Et donc, forcément, va y avoir des efforts à faire, forcément, il y a des évolutions de pratiques. Et comment est-ce que j'explique ces évolutions de pratiques dans lesquelles il va bien falloir entrer. Mhm. Oui, et puis finalement, l'adhésion, après, elle passe bien sûr d'abord par la compréhension et l'explicitation de ces différents éléments qui restent parfois très complexes aussi, hein, Mm, 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 mm. et aussi quelquefois aussi difficilement Ouais, mesurables. ouais. Mais on aura l'occasion d'y Mm. revenir. Très bien. Alors, effectivement, donc on a vu comment vous avez modifié hein, votre BDESE. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive sur le thème des, euh, des conséquences environnementales lors des consultations et informations récurrentes ou obligatoires. Puisque maintenant, tu nous le précisais tout à l'heure, hein, Mathieu, hein, quand on consulte les élus du CSE, systématiquement, il va falloir
prévoir les conséquences environnementales. Et tu nous as précisé que bah, ce verbatim, hein, des conséquences environnementales restait quand même un peu flou. Et donc, bah, comment en fait comment vous l'avez abordé? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Sophie. Sophie, comment tu t'es emparée du sujet, toi, dans ton organisme? Alors, on a mené, je veux dire, plusieurs actions à la fois à destination des élus en essayant de venir régulièrement leur parler de sujets RSO, RSE, de manière à amorcer cette acculturation dont parlait Mathieu et que tu confirmes comme étant le socle pour qu'on puisse avancer ensemble. Et puis, on a travaillé sous l'angle plus technique en se disant comment est-ce qu'on peut procéder pour faire cette évaluation justement des impacts environnementaux, d'autant que le cadre légal, comme on a pu le dire à plusieurs reprises, est relativement flou pour le moment sur ce qu'on doit évaluer et que ce sujet de l'évaluation des impacts environnementaux est relativement technique. On a une particularité, c'est que nos activités sont tertiaires. Donc, mesurer l'impact environnemental des activités tertiaires, ce n'est pas la même chose que de mesurer les impacts environnementaux des entreprises qui sont dans l'industrie ou l'agriculture, où il y a une production qui fait que la mesure est un petit peu plus facile parce qu'elle a une autre matérialité. Mhm. Et donc, la question a été de savoir comment monter un outil qui soit utilisable facilement par les porteurs de projets, puisque l'idée était de mesurer avant toute chose les impacts environnementaux des projets qui étaient soumis en infoconsultation, présentés en infoconsultation, pardon, à nos élus, et de leur proposer aussi un outil qui serait utile ou en tout cas facilement utilisable pour pouvoir répondre aux questions ou présenter de façon intelligible ces effets à l'occasion des séances du comité d'entreprise, enfin du CSE. Donc ça, Donc, cet outil, c'est celui qu'on voit hein, effectivement s'afficher sur l'écran. Donc c'est une grille d'évaluation, hein, d'analyse des impacts environnementaux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises seul d'ailleurs? Et comment finalement bah, tu arrives à graduer, à évaluer en fait les niveaux d'impact? Donc, pour répondre peut-être un peu à l'envers à la question que tu me poses, on a d'abord identifié les champs sur lesquels il y avait un impact environnemental. Donc, on a quelques catégories d'impact macro, en fin de compte, hein, qui sont recensées. Je reviens aux consommations d'énergie et aux ressources naturelles, des éléments sur notre mobilité, les déchets, nos achats, nos immobilisations, et puis un thème un peu plus générique qui est la biodiversité. Et ensuite, on a fait, la grille est un tableau Excel, je veux dire, simple, avec Mhm. une échelle de valeur pour positionner les impacts qu'on va envisager, soit qui vont être connus, parce que, je veux dire, on construit un bâtiment, on sait qu'on va produire du déchet parce qu'on va raser un bâtiment peut-être avant, ou parce qu'à l'occasion de la construction, on va générer des déchets supplémentaires, ou on va mesurer aussi des impacts qui sont envisagés dans des projets de réorganisation. Ça peut avoir des incidences concernant l'équipement des collaborateurs ou la mobilité, parce que le manager peut se retrouver plus à distance de ses équipes que précédemment. Donc, on a une échelle qui va de l'impact positif sur l'environnement élevé jusqu'à un impact négatif qui serait élevé sur l'environnement. Et j'insiste sur le fait que c'est une estimation, une évaluation. On n'est pas rentré dans des outils complexes comme une mesure de bilan carbone. Mhm. Et aujourd'hui, une fois que les porteurs de projets, parce qu'aujourd'hui on reste encore en phase de test, peuvent coter chacun des items, ça va nous permettre derrière d'avoir une vision schématique, une représentation graphique de l'impact. Donc, il y a à l'écran aujourd'hui et qui permet derrière de préparer les échanges et la note de présentation qu'on peut soumettre au CSE pour expliciter le projet. Donc, pour je veux dire, synthétiser un peu l'idée de cet outil, c'était de faire quelque chose de relativement simple, de vulgariser aussi, parce que évaluer les impacts environnementaux, encore une fois, ça reste un sujet technique. Et puis de rendre des informations, avoir une restitution qui permette de
rapidement présenter les impacts au comité d'entreprise et aux élus, et de rendre leur diversité possible visuelle assez rapidement. Aujourd'hui, pour répondre à l'autre partie de ta question, on est toujours en phase de test puisque compléter l'outil n'est pas une mince affaire. Donc, j'ai 2 collègues qui se sont prêtés au jeu pour le tester. Je les ai peut-être un petit peu taquinés, où j'ai un peu joué la ligne, c'est-à-dire que pour voir à quel point l'outil était utilisable, je les ai laissés se dépatouiller tout seuls dans un premier temps avec la grille, et ça a confirmé ce qu'on présupposait, c'est-à-dire que il y a là aussi un temps d'acculturation important, et confier de but en blanc l'outil aux porteurs de projet est pas très chic dans l'état d'esprit, et qu'il vaut mieux remplir ça à 4 mains avec des gens qui sont plus experts en matière de RSO, et le responsable du projet qui a une connaissance forcément beaucoup plus fine et beaucoup plus précise du projet qui est présenté. Donc, c'est important de le faire de manière collégiale, en fait, de le faire à plusieurs, pour croiser aussi les regards, et puis bien s'approprier, en fait, les différents éléments de la grille, qui reste finalement un outil qui va permettre de préparer la note qui va être transmise aux élus du CSE. C'est bien ça, hein? Exactement, et qui va préparer aussi les débats. Et qui va Dans la préparer les partie débats. D'accord. alors les réponses potentielles aux questions potentielles, pardon, des débats. L'idée n'est pas que l'outil soit transmis dans la note telle quelle, parce que, encore une fois, il y a plein d'éléments qui méritent une explicitation, mais c'est un appui pour le porteur de projet pour qu'il puisse alimenter le dialogue avec les élus. Donc, c'est vraiment une aide, et le 4 mains me paraît être une condition sine qua non, encore une fois, pour la montée en compétences progressive de chacun, qu'on soit à la fois dans le discours aux élus, et à la fois dans la maîtrise de l'outil. Donc, voilà, c'est une grille que vous êtes en train donc d'expérimenter. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu, toi, de cette grille? Cette grille, elle est assez impressionnante, et elle est très très intéressante, parce que non seulement, c'est vrai, elle va pouvoir donner de la matière pour effectivement construire et identifier et informer sur les conséquences environnementales du projet, mais on pourrait aller même plus loin, parce que c'est vrai, quand on regarde comment fonctionne cette grille, moi, elle me fait penser beaucoup à un autre document qu'on a tous dans nos entreprises, c'est le DUERP, où on vient coter, donc identifier... le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, effectivement. J'ai un risque professionnel, je viens le coter, est-ce qu'il est très fort, est-ce qu'il est modéré? J'ai des actions correctives que je dois venir mettre en œuvre, et derrière, j'ai le risque résiduel, qu'est-ce qui en reste de ce risque brut que j'avais au début, une fois que j'ai mis en place mes actions. Et presque, ce document, il fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire que je viens coter sur une activité, sur un projet, à quel point est-ce que mon impact environnemental ici, il est fort, et derrière, voilà les actions que je mets en place. Et c'est assez intéressant, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au tout début sur ce texte, qui aujourd'hui, c'est, je pense, à la fois son écueil, mais aussi son avantage, qui est extrêmement flou et qui ne nous définit pas. Et sur ce sujet, plus particulièrement, de comment est-ce que j'informe et je consulte mon CSE sur ce sujet, c'est effectivement l'aspect le plus compliqué, le plus difficile aujourd'hui. Parce qu'on a cette obligation-là. Puisqu'on a cette obligation, il y a des risques. Alors peut-être qu'on pourra en parler après. Mais dans la mesure où il n'y a rien qui est défini, j'ai aussi cet avantage que tout reste à faire et tout est possible. Et qu'effectivement, d'être un petit peu, entre guillemets, en avance de phase, d'avoir d'ores et déjà ce type de ressources, ce type de document qui vient vraiment documenter très précisément les impacts environnementaux d'une activité, d'un projet, c'est très exactement, à mon avis, ce qu'on devra tous avoir demain. Et on pourrait très bien imaginer qu'à la façon du document unique d'évaluation des risques pro, demain, on ait un document unique d'évaluation des impacts environnementaux. Et donc, d'être déjà en construction sur ce sujet-là, c'est finalement prendre de l'avance, et prendre de l'avance sur cette acculturation, parce qu'au début, et pour l'instant, effectivement, les pouvoirs publics, j'ai envie de dire, laissent
les acteurs économiques un petit peu se dépatouiller et commencer à s'approprier le sujet. Mais au plus tôt on prend la vague, j'ai envie de dire, au plus on sera prêt le jour où effectivement l'édifice juridique il va se densifier sur le sujet. Mhm. Donc effectivement, si je comprends bien ce que tu viens de nous dire, c'est que finalement c'est un outil très opérationnel qui permet d'ores et déjà d'anticiper Ouais. des éléments de toute façon dont on devra en fait s'emparer Exactement. dans un deuxième temps et ça permet finalement déjà de gagner du temps. Hein, Ouais. de tester, Ouais, d'expérimenter c'est ça. et ensuite d'affiner si Mm. besoin en fonction des différents projets qui sont soumis Mhm. à la consultation des élus. Et ça Très rejoint bien. pas mal en cela. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'accord national interprofessionnel Oui. de 2023, qui est effectivement, alors, qui n'est pas directement applicable, c'est utile de le rappeler aux organismes de sécurité sociale, puisqu'on n'entre pas dans le champ d'application des accords nationaux interprofessionnels, mais qui pour autant, cet accord, il vient essayer de donner un peu plus de clés aux partenaires sociaux pour s'emparer du sujet. Et Mhm. sur l'aspect justement consultation, qu'est-ce que je dois donner à mon CSE sur les impacts environnementaux? Bah, c'est très exactement la démarche que propose finalement l'accord national, c'est de dire on peut s'inspirer d'un certain nombre de bilans qui existent, d'un certain nombre de données, Mhm. et c'est autour de justement de ces éléments-là qu'on va pouvoir réussir en creux à construire le sujet pour avoir ensuite une information qui soit satisfaisante au niveau des élus. Donc cet accord national interprofessionnel, même s'il n'est pas applicable dans les organismes de sécurité sociale, il peut être inspirant en fait. Ouais, Hein. complètement. D'accord. Très bien. Et Merci. Alors, Karine, oui, Sophie, ouais, tu voulais je, rajouter? ouais, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'outil. Si l'utilisation en est faite, je pense qu'un des préalables, c'est de le présenter avant aux organisations syndicales, aux élus, pour Oui. expliciter aussi la méthode et clarifier le comment on fait. Mhm. C'est un levier de cheminement, enfin d'apprentissage en parallèle et de l'employeur et des élus. Et du coup, il faut cette transparence pour expliciter, voilà ce qu'on vous propose, la façon dont on va l'évaluer sans nécessairement leur livrer le fond qui se trouve derrière. Oui, Voilà, mais de c'était donner simplement. finalement les coulisses de l'analyse qui est Oui, faite en amont pour effectivement donner à voir de la méthode qui a été employée. D'accord, et, très bien. et je me permets, je vois, il y a une question de Céline Piron dans le fil de conversation, savoir si la grille va être partageable. Elle l'est d'ores et déjà, mais j'ai anticipé, Karine, ta réponse, puisqu'elle figure déjà dans le guide de Lucans sur le sujet. Voilà, Donc, elle est puisqu'il déjà y a un disponible. guide du dialogue social et de la transition écologique qui est disponible sur le site de Lucans. Et effectivement, cette grille apparaît. Je vous conseille vraiment la lecture de ce guide qui est très détaillé et qui est très, très bien fait et voilà, qui résulte d'un groupe de travail national piloté par Lucans. J'aimerais aussi vous interroger sur les négociations en fait que vous avez pu en fait mettre en œuvre au sein de vos organismes respectifs. Est-ce que finalement, avec cette loi, il y a de nouvelles thématiques en matière de transition écologique que vous avez investies dans le cadre des négociations avec les organisations syndicales? Alors peut-être je vais donner la parole à Mathieu. Ouais, bien, eh bien, je prends. Alors effectivement, à nouveau, les textes sont encore incomplets, mais c'est normal sur le sujet, si ce n'est de venir nous dire que dans notre négociation obligatoire sur la GPEC, il faut intégrer les impacts environnementaux, mais sans en faire un sujet d'ordre public, ce qui fait que si on est couvert par un accord de méthode ou si on anticipe un accord de méthode, on peut faire sortir de ce sujet. Donc on voit vraiment la petite touche du législateur. Par contre, la transition écologique et le dialogue social environnemental, on peut le faire vivre par d'autres canaux. Et si je parle au niveau de la CARSAT des Hauts-de-France, forcément, et je pense que ça va être commun à pas mal d'organismes de sécurité sociale, l'une des façons, je pense, les plus faciles de le faire vivre, c'est de le prendre sous le prisme du pouvoir d'achat et de comment est-ce qu'effectivement je peux
proposer aux salariés du pouvoir d'achat supplémentaire en favorisant des comportements vertueux. Et à ce sujet-là, Lucans permet un certain nombre de choses. Alors, on a le forfait mobilité durable, dont le plafond est régulièrement réaugmenté au fur et à mesure des doctrines de Lucans sur le sujet, qui permet d'offrir une enveloppe budgétaire aux salariés pour qui allaient s'acheter un vélo pour faire ces déplacements domicile-lieu de travail en vélo, mais ça va être aussi, et là je parle vraiment pour la CARSAT Hauts-de-France, on s'est doté de ce forfait mobilité durable et on s'est aussi doté d'une prise en charge plus favorable des abonnements de transport en les portant, comme Lucans le permet, à 75%. Donc là, c'est vraiment des séquences qui sont assez bénéfiques parce qu'en plus, on est sur des négociations qui, entre guillemets, sont plutôt faciles parce qu'on est là pour effectivement donner du pouvoir d'achat, donner du plus. Donc, c'est une façon aussi de faire vivre son dialogue social, même en sortant de l'aspect environnemental, mais de faire vivre son dialogue social sur des sujets assez fédérateurs, assez consensuels et assez bénéfiques. Donc, même lorsqu'on est un petit peu en difficulté avec ces représentants du personnel, selon comment est le climat social, c'est des bons sujets pour le faire vivre, pour le reconstruire et pour s'inscrire dans cette démarche de la transition écologique. Oui, donc vous avez effectivement choisi l'angle du pouvoir d'achat, en fait, pour négocier sur cette thématique. Sophie, de votre côté, à l'URSSAF Rhône-Alpes, comment ça s'est passé au niveau des négos? Alors, on n'a pas attendu nécessairement l'élargissement des compétences pour aborder des sujets sous l'angle de la mobilité qui effectivement permettent d'améliorer le pouvoir d'achat et sont donc des négociations, comme l'a dit Mathieu, plutôt faciles. Enfin, en tout cas, on a une oreille attentive de la part de nos élus puisqu'il y a un bénéfice direct. On n'a pas fait, je vais dire, différemment que ce qui s'est fait en CARSAT Hauts-de-France. On s'est appuyé sur le dispositif réglementaire. On avait commencé par les ICA vélos en 2016 avant de basculer sur le forfait mobilité durable et de monter en gamme avec l'abonnement transport. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se saisir de cette négociation, notamment sur la mobilité, pour ne pas être que sur l'aspect financier et proposer des mesures d'accompagnement pour justement accompagner le changement de comportement. Je vais le dire comme ça, le levier pouvoir d'achat permet de faire adhérer plus facilement et les mesures d'accompagnement à la mobilité durable viennent c'est le coup de pouce en plus pour vraiment faire basculer les comportements. Donc, on essaye progressivement de se saisir de ces sujets-là et sur le champ RH, c'est plus subtil, si je peux le dire, dans la manière de le présenter et dans la manière de le négocier, quand bien même on reste dans le cadre des négociations obligatoires. Mais on a suivi le même parcours et on s'appuie sur ces négos effectivement pour faire changer, pour aider au changement de comportement auprès de nos collaborateurs. Donc, un aspect effectivement financier, mais également des mesures d'accompagnement pour inciter à des comportements plus vertueux. C'est ça. Oui, tout Très à fait. bien. Merci à tous les deux. Alors, on a vu effectivement comment vous avez investi les dispositions de la loi de 2021. Maintenant, voilà, quelles seraient selon vous les actions qu'il serait intéressant de mettre en œuvre pour aller plus loin? Dans l'idéal, allez, soyons fous, si tout était possible, qu'est-ce que vous pourriez préconiser pour aller plus loin? Mathieu, je te vois sourire, donc je suis sûre que tu as plein d'idées. C'est vrai que si on peut faire notre liste au Père Noël, des idées, on va pas en manquer, mais après, c'est vrai qu'on va potentiellement se heurter aussi à un principe de réalité. Pour reboucler avec ce qu'on disait au tout début, il y a un nécessaire besoin de formation, de montée en maturité sur le sujet, que ce soit des gouvernances d'organismes, mais aussi des élus. Et j'ai vu qu'il y avait dans le fil de chat une réaction sur des élus très très fiers de proposer une offre de voyage en avion. Et effectivement, on voit à quel point est-ce que la culturation, elle est aussi nécessaire du côté des élus. Donc on peut complètement réfléchir, et c'est vrai que en termes d'innovation sociale, même si ça se fait, mais ça se fait pas encore tant que ça, je pense, dans les organismes de sécurité sociale, mais c'est réfléchir à des démarches de formation commune
Oui. élus plus direction, ensemble, comment est-ce que je suis formé, comment est-ce que je suis préparé à ce sujet de la transition écologique, du dialogue social environnemental. Et ensuite, Donc on peut aller plus finalement, loin. former les représentants des Ouais. employeurs Mm. et les représentants des salariés C'est ça. autour d'une même formation. Mhm, ouais, Exactement. Et forcément, ça demande aussi une forme de lâcher prise, de se dire oui. on va tous se donner les mêmes armes, mais parce que Mhm, c'est un sujet sur lequel on doit tous avancer ensemble. mhm, Euh, mais forcément, il faut aussi une forme de lâcher prise. Et après, oui. là où on va être un peu plus voilà, par rapport aux objectifs qui sont les nôtres aussi en termes de, si on peut dire, de rationalisation du dialogue social. Mais si vraiment on pouvait tous donner, c'est pourquoi ne pas réfléchir à des commissions dédiées au niveau du CSE, une commission environnementale. Alors aujourd'hui, on peut le rattacher un peu à la C2SCT, mais pourquoi pas l'autonomiser, en faire une commission dédiée, y allouer des heures, etc. Mais forcément, aujourd'hui, c'est pas l'esprit et c'est pas la démarche dans laquelle on est Oui, ce serait lancé dans finalement, les organismes de sécurité ouais. sociale. Mais effectivement, pour faire vivre le sujet, après, c'est comment est-ce que je peux réfléchir avec ça, autour de ça, avec les élus pour animer justement ce sujet socialement. Mhm. Oui, donc finalement, mettre en place une commission Hum, dédiée en fait ouais. à la transition Hum, écologique. Tu ouais. adhères, Sophie? Parfaitement. Je pense que enfin, je dirais pas mieux comme dans une célèbre émission de télévision. Mais oui, oui, je pense que ce qui est très important, je reviens sur ce que disait Mathieu concernant la formation des élus et du versant employeur, Mhm, pour que ces débats s'engagent de manière productive. Il faut qu'on ait un territoire commun, un langage commun mhm, et une maîtrise du sujet. Alors quand je dis maîtrise, l'idée n'est pas de faire de tous des experts en matière de RSO, mais il est nécessaire de disposer d'un socle commun. Et mhm, c'est la maturité dont parlait Mathieu qui permettra ensuite d'évoluer vers d'autres appréciations. Et effectivement, je pense que le sujet des œuvres sociales du CSE, c'est un Hum, vrai débat. La mhm, question du voyage en avion, mais il y a d'autres champs sur lesquels c'est un petit peu plus subtil. mhm, On peut avoir des organismes qui offrent des bons d'achat à leurs collaborateurs. On peut faire des choix entre des grandes enseignes de GAFAM ou choisir des enseignes un peu plus mhm. locales, un peu plus ouais. territorialisées. Bon, Mhm. voilà. Oui, donc c'est pas seulement Mais au niveau des voyages, mais également oui, oui, des bons d'achat. Alors, on va voir par rapport à vos propositions ce qu'en pensent nos participants. Nouveau petit sondage. Quelles sont parmi ces idées celles qui pourraient être mises en place dans votre organisme? Donc, la formation simultanée pour élus et employeurs, la création d'une commission de transition écologique ou proposer des œuvres sociales à faible impact environnemental. Donc, vous pouvez choisir une, deux ou trois idées même, si vous pensez qu'elles sont réalistes dans votre organisme. Donc, allez-y, c'est à vous. Alors, je suis en train de voir les résultats. Effectivement, vous êtes en train de voter. Donc, pour l'instant, la proposition qui arrive en tête, c'est proposer des œuvres sociales à faible impact environnemental, puisqu'on est à 41%. 40%, ça baisse un petit peu. Ensuite, à 33% pour la formation simultanée pour élus et employeurs et 27% pour la création d'une commission de transition écologique. Très bien, merci pour avoir répondu effectivement à ce sondage. Donc, on va passer à la diapo suivante. Euh, on va regarder, Sybille, est-ce que tu peux nous dire si il y a des questions, sachant qu'il nous reste très peu de temps, hein, puisqu'il est presque 15 heures. Donc, est-ce qu'il y a une question récurrente ou voilà, une question qui se dégage, Sybille, parmi nos participants? Alors, effectivement, on a Marianne qui dit, alors c'est pas une question, mais elle dit, je crois qu'il est essentiel de dépolariser effectivement autour d'un sujet clivant. Mhm. On a également Marianne qui propose, que pensez-vous de la carte Swile? L'entreprise est labellisée B Corp. Alors, une réponse, Mathieu, peut-être?
Alors, j'avoue que Ou je suis un petit peu Sophie? démuni. Je suis un petit peu Ouais. démuni. Je n'ai pas forcément en tête ce qu'est la carte Swipe. J'imagine que ça doit être un dispositif de chèque à destination d'entreprises peut-être vertueuses. J'imagine que ça doit être ça. C'est une carte qui débite le bon compte automatiquement et qui peut être liée à votre CB, mais je n'ai pas plus d'éléments. Je ne connais pas D'accord. mieux que toi. Bon, en Euh, tout cas, on retient que c'est une idée à creuser pour voir si effectivement, Oui, voilà, c'est exactement. quelque chose vers lequel on pourrait effectivement s'engager. Très bien. Alors, on arrive presque à la fin en fait de ce webinaire. Donc, je vous rappelle que bah, nous sommes là, Institut 410, pour vous accompagner en matière de RSO. Donc, je vous ai parlé déjà de quelques produits de formation, mais voilà, on a un pack RSO. On a, certains d'entre vous le connaissent déjà, puisqu'il y a déjà beaucoup de participants dans les organismes. C'est un module entièrement gratuit, cap vers la sobriété énergétique. On a les fondamentaux de la RSO à la sécurité sociale pour tous les salariés de la sécurité sociale, hein, je l'évoquais tout à l'heure. Bien sûr, la fresque du climat et la fresque du numérique. Numérique responsable qui est très complémentaire, hein, c'est notre nouveau bébé UCAN 410, qui est très complémentaire à la fresque du numérique et animer la RSO pour les chefs de projet RSO. Mais on peut aussi répondre à des besoins spécifiques. On a une équipe, hein, offre sur mesure qui peut effectivement construire avec vous autour de vos besoins en RSO un projet de formation qui répond à vos attentes et au contexte de votre organisme. Donc voilà, pensez à les solliciter. Et les liens sont, voilà, sont dans la discussion et on vous enverra tout ça par email. Voilà, donc vous pourrez faire votre demande. Alors, dernière petite question par rapport toujours aux enjeux de transition écologique. On aimerait savoir, voilà, quels sont vos besoins en termes de formation et d'accompagnement sur la transition écologique. Donc, vous pouvez vous exprimer. Voilà, c'est un nuage de mots. Et donc, je vois fresque. Hein, il y en a qui parlent de fresque. Hein, donc, sachez que voilà, on peut déployer chez vous la fresque du climat et la fresque du numérique. Il y en a certains qui parlent du cadre légal, de la diversité aussi. Ouais, c'est une thématique effectivement qui correspond aussi à l'engagement du référentiel RSO. Les récits désirables, c'est vrai qu'il y a une fresque du récit qui existe et qui pourrait être intéressante sur les achats, la communication, les green skills, la biodiversité, commission RSE aussi. Très bien. Ben, écoutez, merci en tout cas hein, pour ces suggestions. Nous, ça nous permet effectivement d'alimenter notre réflexion et de pouvoir bah, vous proposer en fait de nouveaux produits pour répondre à vos attentes. Je vois aussi la communication, les déplacements. Donc, très bien. Bah, de toute façon, nous gardons toutes ces idées et elles vont alimenter notre réflexion. Un grand merci. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Je voudrais rappeler nos prochains rendez-vous. Vous avez les rendez-vous du droit du travail qui sont animés par mon collègue Arnaud Collin. Donc, le prochain, c'est la semaine prochaine, vendredi, de 14 heures à 15 heures. Et il y en a un autre le vendredi 13 juin. Je sais que ce sont des rendez-vous qui sont très prisés hein, et que vous appréciez particulièrement. Ça vous permet d'avoir une veille légale et réglementaire en matière de droit du travail. Et puis, on a également Paye en poche. Vous êtes toujours très nombreux à participer, animé par ma collègue Caroline Capel. Et le prochain sera co-animé avec Arnaud Collin. Et la thématique, ce sera les frais de déplacement. Et voilà, c'est une thématique que vous avez demandée. Et le contenu, comme vous le savez, hein, pour Paye en poche, est très, très opérationnel. Et donc, ça a lieu pendant une heure de 14 heures à 15 heures le 26 mai. Donc, on vous attend nombreux. Je vais laisser la parole à Élodie pour conclure en vous précisant que vous pouvez bien sûr évaluer ce webinaire. Nous sommes très friands de connaître votre niveau de satisfaction sur nos webinaires. Élodie, je vous laisse la parole.
Juste pour vous remercier, Mathieu et Sophie, de vos interventions extrêmement concrètes, pragmatiques. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Et merci aussi à Karine pour son animation de grande qualité. Et puis, effectivement, on est très content de pouvoir vous retrouver dans nos prochaines occasions sur les offres sur mesure. N'hésitez pas à nous solliciter aussi. Mais en tout cas, vraiment, les deux collègues, merci beaucoup. C'était passionnant, en fait, effectivement, tous ces événements sur les négociations auprès des OS. C'est très intéressant, en plus, d'avoir été aussi opérationnel. Donc, merci à vous. Et merci, Karine. Et Sylvain et Sybille en coulisses. Merci à vous. Merci, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur nos prochains webinaires. Merci. Merci. À vous.